Bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière séance des lundis du numérique pour cette saison. Donc, nous sommes ravis d'accueillir ce soir pour cette séance consacrée à la 3D et aux bases de données SIG documentaires autour de l'exemple de l'église de Kokor en Éthiopie. Claire Bostiessé, qui est conseillère scientifique à l'INHA, responsable du domaine de l'histoire de l'art du XIVe au XIXe siècle, ainsi que Sigrid Mirabeau, qui est pensionnaire pour le même domaine. Et donc, elle sera accompagnée de François Guénat, qui est de l'université de... L'école d'architecture de Paris-la-Villette. Pardon, l'école d'architecture de Paris-la-Villette, voilà. Donc je vous laisse tout de suite la parole pour cette présentation. Et comme à l'accoutumée, donc ça sera une présentation d'à peu près 1 heure pour laisser la place aux questions du public pendant une demi-heure à la fin de cette présentation. Je vous remercie. Merci Pierre-Yves. Alors l'idée ce soir était de vous présenter un projet qui avait pour premier objectif de tester les possibilités de numérisation et de modélisation 3D de sites rupestres en Éthiopie dans des conditions d'acquisition complexes, avec pour perspective de produire des outils numériques à la fois pour la recherche et pour la gestion du patrimoine en Éthiopie. Alors, conditions d'acquisition complexes, on va revenir longuement dessus. Tout d'abord, la difficulté d'accès au site, le fait qu'il s'agit de sites obscurs avec des différences d'éclairage selon les heures de la journée et les parties du site. C'est aussi, le site qu'on va vous présenter ce soir, un site toujours utilisé pour les cérémonies religieuses et visité par des touristes. Et par ailleurs, les autorisations qu'on peut avoir de l'État et de l'Église d'Éthiopie ne nous garantissent pas nécessairement l'accès pour autant, et en tout cas ne nous garantissent qu'un accès restreint. Alors l'idée était aussi d'utiliser en retour ces conditions difficiles pour faire émerger des problématiques techniques et essayer de tester des solutions. C'est un projet qui s'est construit dans des allers-retours constants entre historiens de l'art, architectes, informaticiens, spécialistes de la conservation notamment. Nous avons aussi un géologue dans l'équipe et que nous avons donc choisi de vous présenter à 3 voix ce soir. Ce projet a vu le jour dans le cadre de recherche d'une part sur les matériaux et les processus technologiques de la peinture éthiopienne chrétienne et d'autre part sur les processus de christianisation et d'occupation du territoire depuis la fin de l'Antiquité. Mais ce soir, nous allons vous présenter plus spécifiquement les étapes de la réalisation du modèle 3D d'une église rupestre éthiopienne et les modalités de couplage à une base de données documentaire rassemblant des éléments d'une part sur le contexte géologique du site, sur son histoire, sur les matériaux et les techniques de taille et de peinture et sur les questions de conservation. Alors, pour tester ces outils, nous avons choisi le site de Kokor et l'église de Mariam, donc dédiée à la Vierge Marie sur ce site. C'est un site qui est situé dans le nord de l'Éthiopie, dans la province du Tigray. On connaît les églises rupestres d'Éthiopie, en dehors d'Éthiopie, depuis le début du XXe siècle, mais on les connaît bien plus largement depuis les années 60, quand un prêtre éthiopien, dans un colloque international, a fait une communication pour révéler l'existence d'une centaine d'entre elles. Nous avons choisi celle-ci d'abord pour son histoire dans l'histoire générale de l'Éthiopie, pour l'intérêt de son décor qui est parmi les plus anciens conservés, pour sa technique picturale qui s'est révélée tout à fait inhabituelle pour ce type de site et pour son état de conservation problématique. Donc l'église est située dans la partie supérieure d'un massif en grès à environ 2400 mètres d'altitude. Elle a été taillée complètement dans le roc, mais la façade originale s'est écroulée et a été reconstruite en pierre et bois. C'est la plus grande église d'altitude dans cette région qui comprend 3 vaisseaux, 5 travées, auxquels il faut ajouter le sanctuaire avec des pièces adjacentes.
C'est un monument qui mesure approximativement 18 mètres de long, 8 mètres de large et 9 mètres 30 de haut dans sa plus haute hauteur. Vous voyez sur le plan que le massif est truffé par ailleurs d'autres cavités, certaines en relation avec l'église, et l'idée était de réfléchir non seulement au fonctionnement des différentes parties du site au sens large, mais aussi à son élaboration et à ses transformations au cours du temps. Alors les murs nord et sud, comme les piliers, sont recouverts de peinture et de compositions qui peuvent faire jusqu'à 5 mètres de haut. Donc le programme iconographique, j'en dis juste 2 mots, rassurez-vous, est organisé en panneaux entre et sur les pilastres avec des scènes qui se répondent de part et d'autre du vaisseau central. Donc sur cette orthophoto qui est issue de la première version du modèle 3D, on voit déjà certaines questions relatives à la lumière et au choix du rendu sur lequel François va revenir ensuite. Donc cet édifice est orné d'un programme peint et sculpté qui est approximativement daté de la deuxième moitié du XIIIe siècle. On voit ici une inscription qui indique le nom du moine. Ça ne fait pas la datation pour autant, mais je vais vous passer la démonstration. Alors, les projets numériques concernant l'architecture et la peinture en Éthiopie en sont encore à leur début, à l'exception des travaux pionniers qui ont été menés par le département de géomatique de l'Université du Cap, sous la direction d'Heinz Rüther, à partir du début des années 2000, qui ont modélisé un grand nombre de sites en Afrique. Et parmi les premiers sites modélisés, celui de Lalibela en Éthiopie, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelques éléments de ces modélisations réalisées par l'Université du Cap sont disponibles sur le site, sur la base de données World Heritage Site, auquel on peut accéder notamment d'après la bibliothèque de l'INHA. Et d'ailleurs, le schéma en haut à gauche est une coupe dans le modèle 3D d'une des églises rupestres de Lalibela. La numérisation du site de Lalibela, réalisée par l'Université du Cap, nous a permis de travailler sur la restitution des différentes phases d'excavation du site de Lalibela avec Archéovision. C'est un travail, je crois, qui a été présenté en avril au séminaire d'Invisu par Loïc Espinas. Alors ici, le projet est complémentaire et différent, puisque l'un des principaux enjeux est d'archiver, de partager et de croiser les analyses historiques, technologiques, géologiques, physico-chimiques et toutes les informations qu'on peut extraire du site, tout en gardant aussi la mémoire des différentes interventions passées et contemporaines sur ce site. Je vais laisser maintenant François Guéna vous expliquer comment on a construit cette plateforme numérique. Merci. Donc moi je suis François Guéna, donc effectivement donc professeur à l'école d'architecture de Paris-la-Villette, et je suis aussi, je dirige une des équipes de l'UMR, le laboratoire MAP, modélisation et simulation pour l'architecture et le patrimoine, qui regroupe plusieurs équipes en France dans des écoles d'architecture qui s'intéressent aux applications du numérique à l'architecture. Donc le MAP ARIA qui se trouve donc à l'école de Lyon, le CICRP qui est pas dans une école d'architecture, donc qui est le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine qui est à Marseille, le MAP CRE qui est l'équipe de Nancy, le MAP Bianso qui est aussi l'équipe de Marseille, et puis donc le MAP MAC qui est l'équipe parisienne dont je suis le coordinateur. Voilà, et donc vous allez voir qu'on a donc dans cette UMR, on a 2 axes de recherche. Un axe de recherche sur les applications numériques à la conception, donc celui-là il ne va pas nous intéresser beaucoup aujourd'hui, mais plutôt l'autre axe qui est sur les applications numériques au patrimoine. Alors, la plateforme qu'on essaye de construire, on va essayer ça fait un peu un plan de ce qu'on va essayer de voir là dans cette présentation. Donc, il y a plusieurs phases pour essayer de construire cette plateforme que nous sommes en train donc, de développer. Il y a la phase d'acquisition,
de reconstruction 3D d'un modèle. Il y aura une phase de sémantisation qui va nous permettre de construire une base de connaissances spatialisée qui relie donc finalement les annotations qu'on va pouvoir décrire et la géométrie 3D. Et puis aussi des mécanismes pour interroger interroger, que différents utilisateurs puissent interroger cette base de connaissances. Alors là, on va parler de ce qu'on a fait pour l'instant, en grande partie, c'est l'acquisition et la reconstruction du modèle 3D. Alors, comme l'a dit donc, tout à l'heure Claire, ce site est en haut d'une montagne. Vous voyez, c'est pas facile de monter là-haut, hein, c'est pas vraiment une petite promenade. Il faut à peu près 1 heure de monter. Alors, tous les endroits ne sont pas aussi difficiles. Là, on a choisi l'endroit plus difficile, mais grosso modo, quand même, c'est fatigant. Hein. Vous voyez à droite donc l'entrée de cette église qui est creusée donc, de manière horizontale dans la roche. Et donc, on s'était dit quel dispositif on va pouvoir utiliser pour faire les acquisitions qui permettraient de faire une reconstitution en 3D. Donc, on avait le choix. Grosso modo, on pouvait prendre de la lasergrammétrie ou de la photogrammétrie. On ne savait pas forcément exactement ce qu'on allait trouver, les conditions d'acquisition. Il y avait aussi des difficultés peut-être à apporter en Éthiopie, dans le cadre où on a commencé des dispositifs un peu lourds et onéreux, parce qu'on ne savait pas forcément si on allait pouvoir les rentrer facilement. Donc on s'est dit, on va prendre un appareil photo, hein, et on va plutôt essayer de faire de la photogrammétrie. Photogrammétrie, donc, alors je m'excuse, il y aura quelques petits slides en anglais. J'ai récupéré des choses déjà faites, hein, je m'excuse. Donc le principe donc, est assez connu aujourd'hui, il y a des logiciels qui marchent très bien. On procède de la manière suivante, donc il faut prendre plusieurs photos avec un recouvrement à peu près aux 2/3 de l'objet qu'on veut restituer sur toutes ces dimensions. Voilà, on va pouvoir reconstituer en 3D que ce qui est au moins sur deux photos prises de 2 points de vue différents. Alors, le procédé donc, consiste à faire l'acquisition de ces photos en utilisant ce protocole, et puis des logiciels nous permettent de retrouver, à partir de ces photos-là, la position de tous les points de vue qui ont été pris. On va ensuite construire ce qu'on appelle un nuage de points denses, hein, plein de petits points, comme on ferait avec un laser. Mais en plus, là, ce qu'on va pouvoir faire directement derrière, c'est faire le meshing, c'est-à-dire qu'on va mapper les différentes photos sur le nuage de points denses à partir d'un maillage qui va être fait et qu'on peut paramétrer en fonction j'en parlerai tout à l'heure. Alors, par contre, pour que ça fonctionne très bien, mais il faut quand même un nombre d'exigences pour ces acquisitions. Déjà, donc, il faut à peu près que les photos se recouvrent à peu près à 75%, que la lumière soit, si possible, complètement homogène, qu'il n'y ait pas d'ombre et qu'il n'y ait pas de reflet. S'il y a des reflets de 2 points de vue différents, le reflet ne sera pas placé à la même position, et donc les corrélations que le système va faire en différents pixels pour retrouver les points en 3D ne va pas bien fonctionner, on aura des trous. Voilà, donc si toutes ces conditions sont là, et on peut facilement faire la reconstruction. Alors, dans notre cas, bien sûr, et c'est justement ce qui nous a beaucoup intéressé sur ce projet, c'est que les conditions ne sont pas du tout bonnes. Donc, on a très peu de recul. Hein, les couloirs, les différentes travées sont à peu près une profondeur de 2 mètres à peine, hein, donc on ne peut pas tellement se reculer pour avoir des photos assez grandes et avoir peu de photos à faire pour qu'il y ait du recouvrement. Donc je viens de prendre des photos de très près, donc du coup beaucoup de photos à prendre. La lumière donc, qui n'arrive que de l'entrée ici, donc projette évidemment des ombres qui évidemment fluctuent pendant la journée. Donc du coup,
on a fait deux campagnes, une première en 2016, je crois, c'est bien ça, et puis une autre en 2018. La première fois, donc, on n'avait pas forcément, avec un appareil photo, on n'avait pas forcément tous les bons dispositifs, donc il fallait utiliser des temps de pause très longs, de manière à, et puis un trépied et un déclencheur à distance, de manière évidemment que l'appareil ne bouge pas du tout, pour avoir suffisamment de lumière, notamment au fond de l'église. Et puis, dans la deuxième campagne, donc, on s'est équipé de projecteurs donc, qui nous permettent, donc des projecteurs LED qui vont nous permettre donc, d'éliminer les ombres. On en avait plusieurs pour essayer d'éliminer les ombres pour avoir des rendus plus meilleurs. On en avait quand même pour la première. Hein. Sinon, on pensait qu'on n'avait même pas pensé au milieu. C'est vrai, on y avait pensé, mais du coup, on n'en avait pas assez. Ouais. Et finalement, on s'est dit peut-être qu'il vaut mieux utiliser plutôt un temps de pause relativement long. Ça marche, en tout cas, ça a bien marché pour certaines parties. Alors l'acquisition, donc le protocole, quand on a des murs, hein, il faut se déplacer comme ça le long des murs en prenant des photos. Hein, et puis quand on a des objets qui sont plutôt circulaires, il faut tourner autour. Donc ça, c'est les deux façons d'acquérir pour l'architecture. Hein. On a utilisé donc un logiciel très connu qui s'appelle Photoscan, qui marche très bien et qui est très robuste en fait. Hein. On peut, c'est vraiment à la portée de presque tout le monde de faire une reconstitution 3D valable. Hein. Alors la première étape consiste à faire l'alignement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le système va retrouver toute la position des points de vue qui ont été utilisés pour prendre des photos, et puis construire un premier nuage de points. Vous voyez ici un nuage de points avec quelques points qui nous permettent déjà d'avoir une idée donc, de la forme en 3D. Et à partir de cette partie, on va construire ce qu'on appelle le nuage de points dense. En fait, donc là, un procédé donc, beaucoup plus systématique, surtout sur toutes les photos, nous permet, on ne voit pas très bien ici, mais c'est un nuage de points hein, avec des très petites définitions, et on a quelque chose qui est quasiment aujourd'hui pratiquement équivalent à ce qu'on peut faire avec un laser. La suite consiste donc à faire le maillage, donc à partir du nuage de points qu'on voit ici d'un des poteaux. On va pouvoir faire un maillage, on va pouvoir paramétrer le nombre de mailles. On voit que c'est important, parce que si on a beaucoup de mailles dans notre modèle 3D, on va avoir un objet très lourd et on aura du mal à, si on veut pouvoir permettre à des interactions un peu fluides, ça ne marchera pas très bien forcément. Donc du coup, il faut trouver une espèce de compromis en ce qu'on veut utiliser le modèle 3D, ce qu'on veut en faire, et la taille et le nombre de mailles finalement du modèle. Et ensuite, donc, on va prendre les photos finalement et les mapper sur ce modèle. Alors, il y a des problèmes, ça marche malheureusement pas aussi bien que ça, notamment parce que sur certaines photos, comme ici par exemple, on a le premier point évidemment qui va être très net, hein, le premier plan, mais le plan derrière qui peut être évidemment un peu flou en second plan. Et le système peut être amené à récupérer éventuellement des morceaux de texture, des choses comme ça, qui vont perturber finalement le rendu final. Et donc il faut utiliser, dans notre cas, comme on avait donc un espace avec des poteaux, hein, il faut utiliser pour les poteaux des masques pour éliminer en fait tout ce qui est en second plan. Sinon on peut avoir des problèmes de moins bonne qualité du modèle. Donc ça peut prendre un peu de temps, heureusement. Donc Photoscan dispose de dispositifs de fonctionnalités pour faire ça assez rapidement. On ne va pas détourer comme on ferait sur chaque photo hein, dans Photoshop, surtout que là, il nous a fallu 2000 photos pour faire le modèle complet. Alors ces 2000 photos, justement, on est arrivé un peu à la limite, pas de Photoscan, mais de la machine que nous avions à disposition. Hein. Donc il faut avoir de bonnes machines avec beaucoup de mémoire centrale. Donc on avait une machine à 64 Go, vous voyez déjà c'était limite.
Et on a été obligé, pour la partie maillage et mapping de texture, de couper en 2 morceaux. Donc, Photoscan prévoit de pouvoir couper, on les appelle des chunks, donc des morceaux de modèle. Et on a séparé en 2, donc la partie nord et la partie sud. Et puis après, il y a des outils pour pouvoir recoller le tout. Donc, on fait les calculs séparément et après on recolle le tout. Voilà, alors là, je vais vous montrer, si je peux, il faut que j'ai la souris pour ça, le modèle 3D. Voilà, donc le modèle 3D qui a été généré, c'est donc encore une fois, un maillage texturé. Alors ici, on voit donc évidemment les faces intérieures finalement, mais de l'extérieur. Évidemment, ce n'est pas une vue réaliste, hein, comme c'est creusé. Et alors il y a des moyens, évidemment, là je vous montre un petit exemple, de couper par des plans, hein, pour pouvoir accéder donc aux différents éléments du modèle. On peut couper aussi par des plans comme ça pour avoir que certaines parties. Hein, ici, le mur nord. Et on a aussi évidemment toutes les voûtes, hein, qui sont aussi restituées très convenablement. Donc ça nous permet en fait, à partir de ce modèle, de déjà construire des vues qu'on ne pourrait pas avoir avec un appareil photo, puisque ça, je ne pourrais jamais l'avoir, vu qu'il y aura toujours des poteaux devant moi. Hein. Donc on arrive à faire des reconstitutions de vues qui ne seraient pas possible de faire autrement. Et puis on peut isoler, hein, les parties qui nous intéressent uniquement, voilà, pour pouvoir travailler dessus et justement procéder à des annotations. Voilà, donc là on repart sur les slides. Donc maintenant qu'on a cet objet 3D, on s'intéresse à la manière dont on va pouvoir relier donc, cette géométrie 3D à des annotations, et dans le jargon un peu, ça s'appelle pour nous de la sémantisation de la géométrie. Alors on va pour ça être amené à utiliser différents logiciels. Hein. Celui-ci, c'est un logiciel qui s'appelle Aioli et qui est développé par l'UMR auquel j'appartiens, l'UMR Map, hein, les premières versions commencent à être disponibles et qui permet effectivement déjà on peut faire de la reconstruction 3D un peu comme dans Photoscan, mais on va avoir qu'un nuage de points, hein, mais on peut aussi importer des objets des projets de Photoscan pour récupérer finalement le nuage de points qui aurait été construit avec Photoscan. Et dans Aioli, on va pouvoir procéder donc aux différentes annotations qui ont été faites à partir des relevés. Et là, je vais passer donc la parole à Sigrid sur les relevés qu'on a pu faire sur place. Alors, c'est un peu compliqué. Donc en fait, sur ce projet, on travaille depuis 2009 sur l'étude de l'Église, et on a accumulé énormément de données extrêmement diverses. Et une des idées derrière ce projet, c'était aussi de se dire, voilà, ces données, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on peut les partager? Puisqu'il y a une vraie problématique en fait de partage des données entre les équipes qui travaillent sur les églises en Éthiopie. Et comment est-ce qu'on va donc les partager et surtout les spatialiser? Quand on est dans un monument, en fait, il y a une réelle importance de spatialiser des données, c'est-à-dire qu'entre un mur et un autre mur, on peut avoir des résultats extrêmement différents. C'est pas du tout la même chose que sur une peinture de chevalet, par exemple. Donc, en 2016, après 2016, on a eu la chance de pouvoir travailler à partir des orthophotos du modèle 3D de 2016, qui, pour pas forcément idéal qu'il était, donc toujours à cause de ces problèmes notamment de sombre, nous permettait d'avoir pour la première fois des murs complets. Et ça, pour notamment ce qui concerne
les données de type relevé, c'est extrêmement intéressant. En fait, on peut voir un mur dans son ensemble. Donc on a procédé en 2018 avec Delphine Burlot à des constats d'état de l'ensemble des peintures présentes sur le site. Donc un constat d'état, qu'est-ce que c'est ? C'est une description contrôlée des dégradations, avec une zone, des dimensions, des caractéristiques visibles, une date. Ça, c'est très important. Ce ne sont que des observations. On n'est pas encore dans le diagnostic ou dans l'interprétation des données. Et en fait, l'importance des constats d'état, c'est le suivi de la conservation d'un édifice, de peinture, d'un objet. C'est-à-dire que normalement, tout constat doit être daté et on va pouvoir suivre avec les années l'évolution visible des dégradations. En parallèle de ces observations, on a également procédé à des relevés géologiques. Alors, on n'est pas rentré dans les détails, mais cette église, elle a la particularité que les peintures sont peintes directement sur la roche et non pas sur un enduit. Donc en fait, ça ressemble moins à des peintures murales classiques qu'à des peintures préhistoriques ou historiques, comme on en voit, des peintures rupestres. Et donc, les problématiques de conservation de l'église ne sont pas des problématiques de conservation de peinture murale, mais des problématiques géologiques. Donc, on a monté avec une équipe du laboratoire de recherche des monuments historiques tout un protocole pour prélever à la fois les matériaux d'origine, mais également toutes les dégradations présentes pour faire l'étude géologique complète du site à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc ça, c'est aussi tout un ensemble de données qu'il va falloir intégrer. Également une étude climatique de l'intérieur de l'église, on est dans une grotte. Et donc voilà. Et donc ensuite, on s'est retrouvé avec ces données. Donc ça, c'est une partie des données. Il y en a encore une autre partie qui sont des données éminemment localisables et qu'on va pouvoir annoter sur le fameux Aioli dont vous a parlé François. Donc Aioli, c'est une plateforme d'annotation sémantique 3D pour la documentation collaborative d'objets patrimoniaux. Le but d'Aioli, c'est vraiment à partir des photos 2D, donc on rentre dans le modèle, de pouvoir délimiter des zones sur lesquelles on va pouvoir décrire par des annotations ce que l'on a entouré. Donc ici, vous avez par exemple une desquamation par désintégration granulaire. Juste en dessous, en vert, vous avez un autre type de dégradation qui est, là, cette fois, une desquamation en plaques avec des bords soulevés. Alors ça, c'est des vocabulaires hyper contrôlés qui existent. On les a pas inventés. Et en fait, toute la puissance d'Aioli est de pouvoir, à partir de ces annotations qu'on a faites sur de la 2D, de pouvoir la respatialiser sur la 3D. Et donc en fait, de pouvoir, avec le modèle, alors là, on a rentré une dizaine de photos, donc le modèle est loin d'être complet, mais à partir de ces photos, de ce travail sur de la 2D, qui est relativement simple à faire, de le spatialiser en 3D, et l'idée est ensuite de pouvoir le rebasculer sur notre modèle complet de photoscan. Donc à ces annotations que nous avons spatialisées, nous sommes en train, plus exactement, de travailler sur comment faire rentrer ces annotations dans un vocabulaire contrôlé et au-delà même du vocabulaire, dans une ontologie de domaine. Donc ça, c'est une thèse qui a aussi été menée au MAP par Tommy Messaoudi, qui a travaillé sur une ontologie de domaine sur la dégradation du patrimoine architectural bâti. Donc je vous donne juste le cœur de l'ontologie, parce qu'une ontologie, c'est quand même très très vaste. Donc voilà, le cœur de l'ontologie, c'est vraiment ces 4 champs, ces 4 concepts: altération, matériaux, techniques de construction et composés architectural, qui sont reliés les uns entre les autres. Pour travailler sur cette ontologie, Tommy a utilisé le glossaire d'altération de la pierre, ICOMOS, donc c'est ce dont je vous ai parlé là, la desquamation en plaques par exemple, ça vient de là. Il a également travaillé à partir du vocabulaire de l'architecture aux éditions du patrimoine, et il a travaillé en lien avec le CIDOC CRM pour décrire l'observation scientifique. Il a fait sa thèse en travaillant avec le CICRP, avec les ingénieurs du CICRP, le Centre interdisciplinaire de recherche et de restauration du patrimoine, merci, qui, eux, ont une expertise sur la dégradation du patrimoine bâti. Et donc, à partir de là, il a construit son ontologie. Sa thèse est disponible en accès libre sur HAL. Voilà. Mais cette ontologie, elle est très très puissante, mais elle ne s'applique pas exactement à nos églises troglodytes. Pourquoi ? On n'a pas de construction, tout simplement. On a des composés architecturaux,
mais on n'a pas de construction et on n'a pas non plus de différents matériaux. On a un seul matériau, ça a été creusé dans du grès, il n'y a que du grès, concrètement. Donc voilà, donc en fait, cette ontologie, il va falloir la modifier. Et nous, l'idée, c'est au-delà du bâti, enfin non, justement, au-delà de l'architecture, c'est d'aller vers une prise en compte des peintures murales. Ça, c'est quelque chose qui est en cours, là encore, de définition un peu partout. Donc si jamais je reprends, par exemple, cette scène, qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte des données pour de la peinture murale? Ça peut être prendre en compte l'iconographie. Là, on a des oiseaux, probablement des pans, l'archange Raphaël, Saint-Antoine, un dignitaire nubien. Mais c'est également prendre en compte la technique. Donc les oiseaux, ils sont en bas-relief, parfois polychromés, mais parfois non. Les personnages sont, eux, en peinture en aplat. Il n'y a absolument aucun bas-relief. Donc ça, ce sont des données qui ont de l'importance. Donc, tout ça, on peut la noter sur Aioli, mais on n'a pas encore d'ontologie qui permette de regrouper tout ça dans une base et de les mettre en lien, surtout de les mettre en lien. Donc en fait, la question qui se pose maintenant, c'est à quel niveau de détail on veut aller? Est-ce qu'on veut aller au niveau personnage ou est-ce qu'on veut aller au niveau archange Raphaël, par exemple? Idem au niveau de la technique, est-ce qu'on veut aller au niveau bas-relief ou bas-relief polychromé? Donc, voilà, donc ça, c'est des questions qui se posent. Quel thésaurus utiliser également? Alors, des vocabulaires, il y en a plein, mais un vocabulaire, c'est un peu moins puissant qu'un thésaurus puisqu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Un thésaurus, c'est très bien, mais il n'y a pas encore une ontologie, c'est justement des liens qui ne sont que hiérarchiques. Donc il y a pas mal de pistes, hein, notamment le projet Evagloss, qui est un projet européen sur la peinture murale, et puis d'autres projets. Je sais qu'au MAP, il y a une thèse qui est en cours normalement d'écriture sur les thésaurus pour l'iconographie. Et puis on a un autre type de données qui sont les données sur les matériaux des peintures. Alors voilà ce que ça peut donner, par exemple. On a fait des prélèvements pour essayer de comprendre. Au départ, on ne savait pas quelle était la technique picturale. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas une technique picturale? On prélève des matériaux et on essaye de voir les matériaux, comment ils sont agencés, etc. Là, on a prélevé un certain nombre de matériaux, on a fait toutes les analyses, on s'est donc rendu compte que c'était une peinture directement sur enduit, probablement posée avec un liant à queue qui a pénétré à l'intérieur de la pierre, etc., etc. Mais toutes ces données, on ne sait pas forcément comment les intégrer telles quelles, enfin, faut-il les intégrer telles quelles à la base de données, donc sous forme de juste petit texte qui décrit, ou est-ce qu'on ne veut pas pouvoir interroger ces données plus tard? Et donc l'idée, c'est de pouvoir les lier, là aussi, à l'ontologie. Alors, voilà. La première partie, ça sera sur le modèle 3D, donc c'est la localisation des prélèvements, ça se fera sur le modèle 3D. La deuxième partie sera liée à la localisation, la spatialisation des différents thèmes iconographiques. Et puis ensuite, on a les analyses qui ont été faites. Alors ça, il y a un projet qui a été présenté ici il y a quelques années, qui s'appelle Parcours, qui est un projet qui est porté par le LRMH et le C2RMF sur justement une ontologie autour du monde des sciences de la conservation, donc qui sont de physico-chimistes analyticiens, concrètement. Donc ça, on compte beaucoup sur eux. Et puis une partie qui permettrait de regrouper les matériaux de la peinture et les techniques de la peinture. Donc, nous avons essayé de travailler avec François sur Protégé, qui est le software développé par l'Université de Stanford pour écrire des ontologies. Donc, voilà un petit exemple de ce que l'on a fait. Et je vais laisser François finir de vous présenter à partir directement du logiciel. Voilà, ça sera plus parlant. Donc, alors comme disait Sigrid, donc Protégé, ça a été fait pour décrire des ontologies. Donc c'est un outil développé au départ pour des ontologies en médecine. C'est sur quoi il travaillait donc à Stanford. Une ontologie, donc grosso modo, c'est un espèce de gros réseau sémantique qui décrit dans un domaine particulier, un domaine de connaissance d'un certain nombre de personnes, les concepts, les relations qui existent entre ces concepts, les propriétés de tous les concepts et la manière dont ils fonctionnent entre eux. En fait, hein. Donc on arrive à décrire tout un langage finalement de spécialistes d'un domaine particulier. Donc là, par exemple, on a le concept le plus général, c'est
choses. Voilà. Et on peut ici donc définir différents concepts, donc il y a quelques petits essais ici pour vous montrer. Hein. Les échantillons. Voilà, donc les échantillons, c'est une sorte de chose, évidemment. Il y a différents types d'échantillons qui sont les techniques donc, picturales. Tu diras ce que c'est, je ne me rappelle plus, pour les rocs. Voilà, c'est des échantillons qui proviennent soit de la roche, donc des échantillons qui ont été prélevés pour caractériser la roche, ou des échantillons qui ont été prélevés pour caractériser les techniques picturales, par exemple. Voilà, donc tous ces concepts, en fait, sont construits dans les hiérarchies et dans un niveau, on peut décrire un certain nombre de propriétés qui vont être héritées par tous les concepts qui sont les concepts les plus bas. Hein, et chaque concept donc plus spécifique peut apporter évidemment décrire des relations et des propriétés différentes. Et sur chaque propriété, par exemple ici, scène, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre, morphologie, voilà, on peut mettre en place des relations qui vont nous dire que un échantillon a une propriété qui correspond à une morphologie. Cette morphologie, c'est aussi un concept qu'on peut décrire. Hein. Il peut y avoir différents types de morphologie. On peut avoir aussi des matériaux, de la couleur et évidemment une iconographie qui correspond à un certain type ici d'échantillons. Hein. L'iconographie va se retrouver justement que une relation qui existe pour ce type d'échantillon. Voilà, donc on peut en fait décrire de manière très précise sur chaque relation, sur chaque propriété, on peut donner ce qu'on appelle des domaines, des caractéristiques pour limiter le nombre les valeurs ou les autres objets qui sont en relation avec les différents éléments. Donc c'est quelque chose de très précis. On peut faire des inférences sur ces objets. Donc c'est quand même c'est une espèce de réseau sémantique issu de l'intelligence artificielle et qui est utilisé aujourd'hui beaucoup dans le web sémantique, donc par Google et autres, hein, qui pour pouvoir répondre à des questions qui sont finalement, ou des mots-clés qui sont donnés par des gens de diverses origines, est obligé, s'il veut répondre correctement, de construire et de raisonner sur ces objets pour pouvoir produire et transformer les questions de manière à essayer de produire les bonnes réponses. Je vois un exemple, par exemple, qu'on peut donner dans notre cas. Si on a décrit donc les éléments iconographiques, l'archange Gabriel, il est tagué par archange. Bon, alors, si on tape donc archange comme est-ce qu'il y a des archanges dans les églises éthiopiennes, le système va nous répondre, oui, il y en a un comme moi, un corps. Mais si on tape ange, il va dire il n'y a pas d'ange. S'il ne sait pas que archange est une sorte d'ange. Donc si on arrive à décrire finalement un certain nombre de relations entre des éléments au niveau sémantique, on arrive à pouvoir transformer les questions et surtout à permettre à des gens qui n'ont pas forcément le même langage, voire issus de domaines qui sont proches, mais dans d'autres, au niveau académique, dans d'autres secteurs, peuvent quand même arriver à utiliser le système pour produire et récupérer des données. On peut aussi mettre en place des synonymes entre concepts, des synonymes entre relations, enfin on peut faire des choses très poussées au niveau de la description, de la connaissance en fait finalement des objets qu'on décrit. Et c'est aussi dynamique. En plus, on peut faire évoluer, si on rajoute un nouveau concept, tout va se redispatcher correctement en fonction des nouveaux concepts qu'on a pu introduire dans l'ontologie. C'est plus difficile avec une base de données, par exemple. Et en fait, l'idée étant que ces données, un certain nombre d'équipes à l'étranger ont acquis des données matérielles, iconographiques sur ces églises, et de pouvoir, ces églises, il y en a, donc on a dit une centaine, et c'est, comme vous le savez, c'est le problème du big data, entre guillemets, si on n'est que sur une centaine d'églises, c'est-à-dire que interroger soi-même autant de données
aussi disparate et compliquée, et on espère, à terme, d'ici quelques années, qu'il y ait suffisamment de données dans la base de données, suffisamment d'églises pour pouvoir comparer des églises entre elles par rapport aux matériaux, par rapport aux cycles picturaux, par rapport à l'état de conservation, voilà, par rapport à beaucoup, à toutes sortes de questions possibles et imaginables. Voilà, donc la suite, c'est la manière dont on espère donc arriver à construire cette base de connaissances, en utilisant donc Protégé, qu'on va, à partir de construire cette ontologie, elle va pouvoir nous servir dans Aioli à décrire les annotations à partir des concepts, évidemment, de l'ontologie. Aioli permet aussi d'exporter toutes ces annotations avec la géométrie aussi, des relations géométriques qui existent avec le modèle 3D. Et donc tout ça, ça peut être dans une base de connaissances spatialisée qu'on peut utiliser au niveau de l'interrogation. Là, j'ai pris un exemple simple. Donc notre idée, c'est quand même d'essayer d'utiliser des gestionnaires de contenu assez simples, finalement, utilisables un peu partout, et développer quelques plugins qui permettraient de construire les outils qui permettraient d'alimenter un outil d'interrogation et d'étude de ces églises éthiopiennes. Voilà, et ça c'est notre équipe, donc la dernière mouture, si je puis dire. Claire n'était pas sur cette photo, malheureusement. Mais voilà, donc notre équipe qui était en avril, je crois, 2018, voilà, sur le site. Merci, et on est à votre disposition pour toute question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais une petite question par rapport à la slide précédente, si je peux me permettre. Pour bien comprendre, c'est les coordonnées entre guillemets géospatialisées que vous avez indiquées dans les annotations CSV qui sont faites par Aioli, qui sont portées par le modèle 3D, seront interconnectées via l'interface de gestionnaire de contenu. Oui, voilà. D'accord. Ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est qu'il y a un moyen dans le gestionnaire de contenu, de récupérer toutes ces annotations et la géométrie qu'on pourrait associer au modèle 3D qui est intégré aussi. Voilà. Donc l'idée après, c'est de pouvoir soit faire des requêtes avec des mots-clés ou autres qui permettent par exemple, de localiser sur le modèle 3D éventuellement des zones qui correspondent à ces données, ou inversement, partir du modèle 3D et se promener et dire qu'est-ce que c'est que cette partie-là, s'il y a quelque chose, et au contraire récupérer dans le sens inverse, donc les annotations. J'en profite que j'ai le micro. La deuxième question, c'est par rapport à Aioli. Je vois la flèche entre Protégé, où vous allez produire un fichier OWL, et Aioli est capable d'ingérer un fichier OWL et de proposer dans une interface graphique la liste des propriétés par rapport à un objet, comme une sorte d'annotation en s'appuyant sur la liste des propriétés. C'est ce qui est prévu de faire dans la prochaine version d'Aioli, mais oui, c'est l'objectif, que Aioli puisse effectivement récupérer ces données issues d'une ontologie pour les proposer comme... D'accord, donc on taguera une zone comme un concept, et après il y aura la liste des propriétés qui seraient affichées en fonction de l'ontologie qui serait derrière et qui aurait été importée dans... Oui, à ce moment, je ne sais pas trop encore, puisque le système ne fonctionne pas exactement, mais il y aura un moyen évidemment de sélectionner et de raccorder les concepts de l'écologie à la région de l'ontologie, à la région de repérer sur les photos et associer au modèle 3D. Merci beaucoup. Oui, j'ai juste une question sur le rapport des annotations sur les objets 3D. Du coup, comment sont formées les coordonnées ou
comment c'est rattaché sur l'image 3D? Alors, en fait, la photogrammétrie permet, à partir de plusieurs photos, de faire la reconstruction 3D. Donc, en fait, sur chaque pixel, on sait exactement les coordonnées 3D, à quelle projection ce pixel correspond. Donc, en fait, on a dans une base de données, pour chaque pixel, les coordonnées exactes de chaque... donc, on peut reconstruire comme ça. Mais ça, c'est à cause de la photogrammétrie qui permet ça. Moi, j'ai une question concernant les titres de l'intervention, parce qu'il y avait un acronyme qui était SIG lié à la base des connaissances spatiales. Est-ce qu'on est plutôt dans une logique BIM et est-ce qu'on est prévu un développement d'interopérabilité en termes de BIM lié à l'interface spatiale territoriale, donc des connexions, comme on le disait, ou plutôt est prévu un développement vraiment d'un essai, je ne connais pas trop qui ont marché bien, des SIG 3D. Alors, on n'est pas vraiment dans le BIM. Le BIM, quand même, c'est quelque chose qui permet d'écrire des objets, même si ça peut être des objets patrimoniaux, bien sûr, mais dans toutes les entités qui le composent. Alors, effectivement, on va avoir les poteaux, les murs, les fenêtres, etc. Tout ça va être décrit dans un modèle 3D avec des objets qui sont effectivement reliés entre eux, des concepts qui sont prédéfinis. Ces concepts, ce sont ceux qui sont disponibles dans le logiciel. Donc si c'est un objet courant, un mur bien droit, etc., vous allez trouver l'objet qui correspond. Si vous avez des choses du patrimoine, souvent évidemment qui ne sont pas exactement les objets standards, c'est possible, mais il va falloir se construire un nouveau concept qu'on va rajouter dans l'objet BIM. Et grosso modo, l'objet BIM, la maquette numérique est plutôt utilisée pour concevoir et pour construire en fait, dans les phases de construction et maintenant aussi dans les phases au niveau de la maîtrise d'ouvrage pour non pas la conception justement pour l'utilisation du bâtiment et la maintenance. Alors que là, moi je dirais qu'on est plus proche d'un SIG en fait, de quelque chose qui correspond plus. On n'a pas besoin de décrire tous ces objets au niveau architectural. C'est ce que disait tout à l'heure Sigrid quand elle parlait de la partie composant du bâtiment, de l'ontologie de Tommy Messaoudi, puisque lui il en a peut-être besoin, mais pour nous, dans notre cas, finalement on n'a pas besoin de ces objets-là, puisqu'on n'a qu'un seul finalement élément qui est creusé, quoi, dans le même matériau. Alors on pourrait distinguer les piliers, si on voulait, les chapiteaux, des choses comme ça, hein. Mais finalement, en décrivant des zones, en distinguant des éléments comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une représentation aussi poussée qu'on pourrait avoir dans une maquette numérique BIM. C'est différent. C'est entre les deux, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais on reste un peu au milieu. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais peut-être vous poser une question qui est un peu moins d'ordre technique, mais plus... je voulais savoir si on pouvait, pour ce genre de travail, utiliser des logiciels de gestion des données du genre Omeka ou Arch, qui ont sûrement des plugins qui permettent ce genre de numérisation. Moi, vous me posez une question. Si on pouvait utiliser ce genre de logiciel, ou si on est obligé de passer par... là, vous utilisez WordPress, je vois. Donc, si vous êtes obligé de passer par votre propre hébergeur, parce que c'est des choses qui doivent être créées sur mesure, en fait, pour vos travaux. Ah bah non, c'est-à-dire que là, c'est en fait c'est un exemple de gestionnaire de contenu. On pourrait très bien en utiliser un autre. Seulement, il va falloir en choisir un si on veut développer 2 ou 3 plugins qui permettent de vérifier que c'est possible. Mais on pourrait très bien imaginer d'autres gestionnaires de contenu dans lesquels il faudrait peut-être programmer quelque chose d'adapté pour que ça fonctionne. Mais voilà. Je ne connais pas bien Omega, mais si c'est un gestionnaire de contenu et qu'il est programmable, qu'on peut rajouter des plugins, D'accord. Il n'y aura pas de problème. Enfin, il n'y aura pas de problème, il faudra écrire le plugin. J'en profite pour vous demander quel appareil photo vous avez utilisé pour... Alors, on a utilisé un Canon, c'est pas moi qui ai pris les photos, hein, une collègue qui n'est pas là, c'est Aurélie Fabé-Janec qui a pris toutes les photos. C'est un Canon, bonne question. Le modèle. Bon, je
j'ai oublié, c'était un des derniers modèles de Canon à l'époque, en 2016. Mais ce qui, c'est intéressant, mine de rien, cette question du modèle, c'est qu'on s'est quand même retrouvé bloqué la première année à cause des problèmes de batterie. Quand on est sur des sites comme ça on ne l'a pas dit, mais on n'a pas d'électricité. C'est vraiment, on est en haut, il n'y a rien. Et des temps de pause très longs, ce choix que vous avez fait d'avoir des temps de pause très longs pour éviter d'avoir à utiliser notre unique projecteur de l'époque, qui finalement n'était pas... Et ben ça a usé la batterie tellement fort qu'en fait on se retrouvait en fin de journée, enfin pas en fin de journée justement, malheureusement avec des problématiques de batterie plus assez... voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui paraissent assez basiques, mais auxquelles on n'a pas... Voilà, auxquelles tout ce type d'église, c'est un vrai point crucial. Bonjour. Moi je me pose la question sur sur l'ontologie et donc sur la façon dont vous la fabriquez. Notamment, si j'ai bien compris, un des objectifs, c'est que des équipes de disciplines différentes puissent s'y retrouver sur les mêmes données et donc de définir des sortes de synonymes, c'est ça, entre plusieurs éléments. Comment est-ce que vous pouvez justement définir ces synonymes? Est-ce qu'il y a des méthodes que vous utilisez? Vous allez voir, c'est du collaboratif. Est-ce que vous allez voir des personnes de ces disciplines pour leur demander en fait quels mots elles utiliseraient? Comment concrètement on peut arriver à construire ça? Alors, en fait, c'est quand on travaille évidemment en collaboratif entre les différentes disciplines, mais les synonymes, ils ne sont pas forcément entre les disciplines. En fait, chaque discipline a ses propres concepts qui ont un lien, mais ce n'est pas forcément un lien de synonymie, en fait. C'est par exemple Claire, qui est historienne de l'art, va plutôt travailler sur l'iconographie et le style des peintures. Moi, je vais travailler, je suis physico-chimiste de formation, je vais plutôt travailler sur les matériaux et la technique des peintures. Et l'idée de l'ontologie, c'est comment est-ce qu'on va relier ces concepts d'iconographie, de style, avec mes concepts de matériaux et de technique. Plus que de savoir... Alors évidemment, il y a des problèmes ensuite de vocabulaire, parce qu'on dit... parfois, on parle de la même chose et on ne le dit pas de la même manière. Mais je dirais que c'est le point le moins... c'est pas forcément là où il y a le plus de nœuds, c'est plutôt trouver le lien entre nos différents concepts, entre les différentes disciplines. Et donc ce n'est que du collaboratif. On fait notre travail déjà chacun, et puis ensuite on discute et on essaye de comprendre quels sont les liens. Et justement, c'est ce que je disais sur sur l'iconographie, sur la technique, sur les matériaux, quel est le niveau de détail qu'on veut atteindre qui sera suffisant. Mais parce qu'on ne peut pas aller trop dans le détail, en fait, c'est impossible. Parce que quand on va trop dans le détail, ce n'est valable que pour un objet. Voilà. Quand je dis objet, c'est par exemple une église. Une église peut être considérée comme un objet. Donc on est obligé de s'arrêter à un niveau un peu... Si jamais on veut pouvoir comparer, par exemple, plusieurs églises entre elles, on est obligé de s'arrêter à un certain niveau. Et en fait, les discussions, à l'heure actuelle, elles portent beaucoup là-dessus, sur le niveau de détail à atteindre, qui sera suffisant pour comparer de la donnée, pour se parler. Et après, c'est le travail de chaque spécialiste d'aller plus loin dans son domaine. Et donc concrètement, on se met autour d'une table et on parle, et puis on part ensemble en mission, et on écrit des articles. Et qu'en fait, quand on écrit des articles, on est bien obligé de se mettre d'accord sur ce qu'on va écrire. Et voilà. Mais ça, en fait, c'est dans votre équipe qu'il y a toute cette discussion. Cet outil est plutôt à vocation, pour d'autres professionnels. Est-ce qu'à un moment ils sont impliqués? Est-ce que des utilisateurs en fait futurs sont impliqués? Alors, qu'est-ce que vous appelez les autres professionnels, par exemple? Parce que pour l'instant, dans l'équipe, on représente à peu près, pas complètement tous les professionnels de la conservation-restauration, mais une grosse partie des professionnels de la conservation-restauration. Donc on commence, et puis après, en fait, en fonction de chaque église, comme on n'a pas traité, nous, toutes les églises, on va pouvoir relancer des discussions avec les autres personnes. Et puis, on ne travaille pas tout seul, isolé. Par exemple, l'ontologie de Tommy Messaouidi, il a travaillé avec les spécialistes de la dégradation du bâti, mais il est aussi en train de travailler avec les spécialistes de la peinture murale, de la conservation de la peinture murale. Et puis le projet Evaglos, par exemple, c'est je ne sais plus combien de pays européens, avec à chaque fois des spécialistes qui se réunissent et qui discutent et qui écrivent des définitions. Donc voilà, en fait, ce travail, il se fait concrètement avec tout le monde, mais par petits bouts. J'aurais également une question qui est, je pense, propre à tous les projets sur la question du traitement de l'arriéré des données.
C'est-à-dire, vous avez amassé, je pense, des dizaines et des dizaines de données. Hein. C'est ce qu'on voit à gauche, analyse, relevé et constat d'état. Alors, je pose une question dont je n'ai absolument pas la réponse, et je sais que c'est une boîte de Pandore et que c'est quasiment impossible. Mais j'aimerais bien avoir votre retour sur, par exemple, les outils comme Aioli. Est-ce qu'il y a la possibilité comment vous allez penser la mise en données dans Aioli de toutes ces informations qui sont accumulées depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a une phase qui est obligatoire, qui est la saisie, qui est de prendre son petit lasso, je suppose, de prendre son petit lasso, de détourer sa petite zone, et ensuite d'aller prendre les données d'un constat d'état, d'une carbone 14, je dis n'importe quoi, et d'intégrer ces données-là. Cette phase-là, est-ce que c'est une phase qui est extrêmement chronophage, je pense? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé dans le cadre du projet? Voilà, ma question est un peu foutraque, mais voilà, la question de l'arriéré de cette mise en données, où ces annotations spatialisées doivent être faites par l'humain, par son lasso. En fait, comme le projet au départ, quand on a débuté, il n'y avait pas encore toute cette idée. Évidemment, il va y avoir un arriéré très important. Alors, ce qu'on espère, c'est que la prochaine version d'Aioli permettra d'aller un peu plus rapidement. Voilà, parce que pour le moment, c'est encore un peu lent et compliqué. Et puis surtout, ce qui fera quand même gagner du temps, c'est à partir du moment où les ontologies seront rentrées, les liens vers les ontologies, parce que pour le moment, les annotations, on peut en mettre beaucoup en fait. Je pourrais tout rentrer déjà dans Aioli, mais avec mon propre vocabulaire, et puis sans aucun garde-fou sur la manière dont je rentre les données. Donc c'est aussi pour ça que pour le moment, on commence à trier les données, mais vraiment sur des fichiers sur l'ordinateur, sans forcément les rentrer, parce qu'il faut attendre cette partie de garde-fou qui va permettre, alors ça va être un temps très long, mais on n'a pas tellement le choix en fait. Et là, on n'a pas beaucoup de données. On a beaucoup de données, mais on n'a pas encore beaucoup de données. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'arriéré de dizaines, de centaines de photos, par exemple. Oui, à mon avis, de ce que je vois pour le moment, le problème, c'est pas du tout ça. Le temps d'élaboration, de mise en place du projet, de construction du modèle, des problèmes d'acquisition sur place aussi, et de création des ontologies, ça prend beaucoup de temps. Je pense que pour moi, pour le moment, on est en termes de volume de données dans quelque chose de tout à fait gérable, quoi. Moi, c'est pas ça du tout qui m'inquiète. Et après, une fois que les outils seront vraiment bien développés, c'est de la recherche en cours, donc voilà, on espère que les outils seront suffisamment bien développés pour que les équipes, parce qu'il faut aussi rendre ça attractif pour les équipes, pour les autres équipes qui voudraient participer au projet, donc qu'elles puissent rentrer leurs données de manière relativement simple. Relativement, ça peut jamais être complètement simplifié, mais voilà, qu'elles puissent rentrer leurs données, etc. J'avais une question concernant est-ce que le doute, les sources ont été intégrées au modèle? Est-ce que, par exemple, le personnage, vous allez juste indiquer que c'est un personnage parce que tel chercheur en 1983 a dit que c'était l'archange Gabriel et tel autre chercheur, un an plus tard, a plutôt identifié un autre archange? Est-ce que pour vous, la simplification, c'est de dire que c'est juste un personnage et qu'on ne peut pas se prononcer? Ou est-ce que vous pouvez instaurer plusieurs identifications pour un même personnage? Est-ce que vous pouvez sourcer ces identifications? Est-ce que est-ce que c'est prévu dans le modèle? Alors, on n'en est pas encore à ce niveau de détail-là. Voir ce qu'elle va répondre en fait. On n'en est pas encore à ce niveau de détail-là, mais c'est quelque chose qu'il va falloir discuter. Alors, en l'occurrence, pour l'archange Raphaël, ça pose pas tellement de problème parce qu'il y a une inscription. Mais il y a d'autres zones où il y a des vraies questions sur l'iconographie. Voilà, il y a des choses que certaines personnes ont vues. Alors, on a de la chance, parce que là, on est sur des peintures qui sont en gros vues, observées et étudiées depuis les années 70. On n'est pas sur le rétif. On n'est pas sur de l'attribution depuis 3 siècles. Mais non, il va falloir se poser la question de ça. Voilà, c'est vraiment typiquement la question du niveau de détail qu'on veut atteindre. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut se poser la question à l'envers. C'est qu'est-ce qui va être intéressant à interroger? Est-ce que c'est un détail pour vous? Non, c'est pas un détail. Non, c'est pas un détail, comme tu le sais très bien.
Et parce que Sigrid est plus dans une logique comparative, alors que moi, je suis plus dans une logique d'archivage des données. Donc pour moi, tout est important et tout le niveau de détail est important. Et c'est pas la même chose. Mais je pense qu'on peut... on peut s'entendre. On peut concilier les deux, quoi. Oui. Vous savez faire ça, normalement, à l'INHA. Très bien. Et au final, concernant la réutilisation des données, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Le volet interrogation, on a compris que c'est pas des machines qui vont interroger, ce sont des humains. Tous des humains, oui. Et est-ce qu'il y aura... assistés par des machines, parce que leurs questions peuvent être transformées grâce à l'ontologie. Voilà. Mais oui, mais c'est au départ, oui, il faut qu'il y ait des humains. En fait, les ontologies, elles sont faites pour que, normalement, donner des connaissances à des outils qui peuvent être des outils informatiques, bien sûr. Mais au départ, dans notre cas, voilà, quand même destiné à des personnes qui vont interroger avec des mots-clés ou, je ne sais pas, ça peut être donc des spécialistes du domaine, mais aussi, on a prévu qu'il y ait différentes interfaces, peut-être pour des enseignants, pour des étudiants, ou des gens qui pourraient simplement connaître les choses sur ce patrimoine et qui n'auront pas forcément les bons mots, justement, pour retrouver les bonnes choses. Parce que je reviens aussi un peu sur ta question précédente. L'idée, c'est aussi, effectivement, d'archiver les interventions pour, du coup, que ça... dans l'idéal, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais que ça puisse être un outil de gestion du patrimoine, puisqu'on est dans une situation où différentes équipes peuvent intervenir à différents moments et on ne garde pas bien la mémoire des interventions et de ce qui a été fait. Et même pour les analyses qui ont été faites, il faut pouvoir dire elles ont été faites par tel moment, par telle personne, à tel endroit, etc. Donc il faut pouvoir garder la mémoire de ça pour que ça soit un vrai outil de gestion du patrimoine. Et ça, c'est quand même un des points extrêmement forts de la thèse, de l'ontologie développée par Tommy Messaouidi, c'est que justement tout ça est pris en compte, y compris les intervenants, les dates d'intervention, que les intervenants soient par exemple des conservateurs-restaurateurs intervenant sur l'objet, ou des physico-chimistes faisant une analyse, ou un photographe prenant une photographie. Et donc, potentiellement, un historien de l'art donnant une attribution. Ça rentre tout à fait dans son ontologie. En fait, dans ce qu'il a développé, que nous, on utilise moins, parce qu'on a moins d'interventions, mais il y a toute une notion de suivi de la dégradation, et donc dans le suivi de la dégradation, c'est ce que je vous disais pour les conseils d'État, on a besoin d'avoir un nom, on a besoin d'avoir une date. C'est très important, sinon ça n'a pas de sens, en fait. Avoir un conseil d'État sans date, ça ne sert pas à grand-chose. Une autre question ? Bon, il nous reste à vous remercier encore pour cette intervention. Et donc, c'était la dernière séance des lundis numériques pour cette saison. Et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 16 septembre prochain, où nous aurons une présentation du portail POP du ministère de la Culture. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.